Merci. Mais d'abord, un gros merci d'être venu. Je sais que ça a été probablement une longue journée de présentation. C'est tout à fait intéressant parce que je ne vois absolument pas, je vois juste les lumières qui me viennent dans les yeux, c'est bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes là ou si vous faites quelque chose d'autre, si vous êtes déjà rendu au cocktail, c'est parfait. Donc, gros merci d'être là. Mon nom est Jacques Lapointe, comme Madame l'a dit, pour m'introduire. Je suis directeur principal de l'ingénierie et je réfléchissais un petit peu, puis j'ai juste 208 slides pour 3 heures de temps. Non, mais plus sérieusement, j'ai essayé de réfléchir en disant, bon, ben, en fin de journée comme ça, qu'est-ce qui pourrait bien les m'être réveillés? Puis j'ai trouvé un sujet quand même un peu plus léger peut-être que ce que vous avez eu aujourd'hui. J'ai regardé l'agenda, il était quand même très, très bien structuré, très serré. Alors, je regardais un petit peu le but de la présentation et je me disais, bon, dans ma vie à moi, quand est-ce que j'ai été premièrement en contact avec ce qu'on appelle le BYOD, qu'on a traduit chez Cisco comme « apportez votre appareil ». Je ne sais pas pourquoi, le AVA, ça n'a pas de résonance pour moi, ça fait que je l'ai laissé quand même en BYOD. Et il y a 5 ans à peu près, Cisco était une entreprise qui, comme plusieurs entreprises, j'imagine, avait une façon très structurée d'aborder l'informatique. On avait tous des IBM ThinkPad noirs dans notre petit sac, avec une image corporative extrêmement figée. Et on avait avec ça, qui est un téléphone dont personne ne se souvient, là, qui était le Nokia E61i, mais qui a marqué ma vie. C'était un premier prototype de modèle intelligent. Il n'avait d'intelligent que le qualificatif, parce que comme téléphone, c'était pas fort. Mais, et à cette époque-là, Cisco a décidé d'introduire des MacBooks. La surprise, c'était au mois de mars, je me souviens, de voir mon collègue qui recevait ce premier MacBook-là, puis c'est pas parce qu'ils sont beaux, là, ils sont effectivement beaux, mais c'était pas tellement ça, c'était cette curiosité-là de voir que quelqu'un pouvait utiliser d'autres systèmes d'opération à l'intérieur de l'entreprise et fonctionner. C'était une révélation, et là, on s'est dit, à partir de ce moment-là, bien, quelles sont les limites, quelles sont les conséquences, et quoi ils ont pensé, les gens d'IT, de permettre ce genre d'introduction de nouvelles plateformes. Je vais en parler un petit peu plus tard. Vous allez voir que la conséquence sur l'organisation de Cisco a été beaucoup plus, je dirais pas dramatique, là, mais a eu beaucoup plus d'importance que ce qu'on s'était imaginé à l'époque. C'était pas seulement d'avoir des ordinateurs faits en aluminium brossé, c'était vraiment une nouvelle conception de l'informatique. Je vais commencer un petit peu de façon générale par vous montrer évidemment ce que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones intelligents connectés au réseau. La beauté de la chose pour Cisco, c'est qu'il y a 99,8% des choses ne sont pas encore connectées. Alors, il y a beaucoup de place pour connecter d'autres choses. Dans 2050, on va avoir 6 dispositifs par personne en moyenne qui vont être connectés sur le réseau. Ça inclut les lunettes, ben oui, les lunettes, les lunettes de Google, ça va inclure évidemment, ça va inclure les autos, ça va inclure tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne sais pas, là, on n'a pas idée encore, je crois, on ne saisit pas bien tout ce qu'on va pouvoir connecter sur Internet, puis surtout, qu'est-ce que ça va nous apporter. Déjà, moi, j'ai mon portable, j'ai mon téléphone intelligent, j'ai ma tablette. Bon, voilà, c'est des incontournables. Je pense que beaucoup de gens ont ces choses-là. Mais là, les 3 prochaines choses que je voudrais avoir connectées sur l'Internet, ce n'est pas clair pour moi. Juste par le temps que je viens de vous parler de ça, il y a 200 personnes qui ont acheté des tablettes. Puis là, évidemment, si Apple lance sa tablette 7 pouces, ça va être probablement encore plus. Dans les... excusez-moi, je suis en train de travailler. Dans l'autre impact, évidemment, qui est majeur, c'est que si vous n'avez pas prévu une infrastructure qui permet de qualifier ces nouveaux appareils-là, bien, ils vont rentrer dans votre infrastructure sans que vous le sachiez. Et c'est là que ça peut devenir un petit peu gênant ou un petit peu dangereux. L'autre tendance très forte, c'est le vidéo. On parle évidemment ici des sondages qui ont été faits et qui dit que l'impact du vidéo quadruplera le trafic d'ici 2014. Donc, il y a des nouvelles unités, des nouveaux appareils, des tablettes, des téléphones intelligents. Ces appareils-là ont un impact aussi sur le type d'applications qui vont être à l'intérieur de votre réseau et globalement, ça va changer véritablement le profil de trafic que vous allez avoir à gérer
et à s'assurer évidemment qu'il va pouvoir passer à travers votre réseau. Autre tendance forte, évidemment, et ça tout le monde y rêve, je sais que Windows 8 s'en vient très bientôt, là, mais il y a beaucoup d'organisations qui nous parlent aujourd'hui de l'espace travail virtualisé. Ben, c'est bien beau, l'espace travail virtualisé, mais il faut bien considérer qu'à ce moment-là, votre système d'opération est dans le centre de données, que votre tablette est à l'autre bout du réseau, et qu'entre les deux, ben, il faut s'assurer qu'il y ait une connectivité, pour que le client ait une expérience qui soit adéquate, sinon ça ne fonctionnera pas. Le trafic mobile vidéo, j'en ai parlé tantôt, donc ce sont tous des questions où finalement votre monde change et comment est-ce qu'on fait pour adresser ces changements-là, pour s'assurer que notre expérience usagée, tout d'abord, elle est sécuritaire, elle est fiable, elle est homogène, peu importe que j'utilise mon téléphone intelligent, que j'utilise ma tablette, que j'utilise mon portable ou mon PC de bureau. Alors, ces caractéristiques-là qu'on recherche dans le réseau font en sorte que vous ne pouvez pas dire que BYOD, mais ça touche juste le réseau sans fil. Il faut que vous considériez le tout dans son ensemble. On va parler tantôt d'accès unifié, on va parler de sécurité, on va parler de distribution de la charge, on va parler de priorisation des différentes applications. Ce sont tous des thèmes que vous devrez aborder et sur lesquels vous devrez réfléchir. Et c'est la première étape, en fait. La réflexion est toujours la première étape. Et c'est un processus continu. Quand vous décidez, peu importe ce que vous décidez de faire dans votre entreprise, dans votre université, dans votre établissement, lorsque vous décidez d'accepter ou de ne pas accepter ces nouveaux appareils-là, la première chose que vous devez mettre en place est une politique. De dire aux gens, ben voici, nous, on a réfléchi à la question, on s'est assis autour d'une table, puis on a décidé pour X, Y, Z raison que voici ce qu'on va vous permettre ou qu'on ne vous permettra pas de faire à travers le réseau. C'est essentiel parce que si vous décidez de permettre certaines choses sur un réseau filaire, que vous ne le faites pas sur le réseau sans fil, il n'y a pas une expérience adéquate, il n'y a pas une expérience qui, pour les clients, ou pour vos utilisateurs, seront acceptables et seront profitables. Et donc, il va se passer à ce moment-là une dichotomie dans votre réseau et des problèmes qui vont ressurgir. Donc, ici, on a essayé de montrer que, vous savez, c'est une roue, on va essayer de partir de l'évaluation de l'accès. Est-ce qu'on donne aux gens l'accès, est-ce qu'on leur fournit cet accès-là, sans fil, filaire, et à quelles conditions? Donc, pas de définition de la politique d'entreprise. Quels seront les supports requis? Et ça, c'est une question importante, parce que lorsque vous décidez d'ouvrir, est-ce que les gens apportent vraiment leur propre appareil? Est-ce que certaines personnes, on va leur fournir des tablettes, d'autres vont apporter plutôt la leur, qu'ils ont acheté eux-mêmes? Quelles seront les conséquences sur le support, etc. Alors, différentes questions à se poser, puis vient la question de l'identité et ce qu'on appelle le onboarding. Ça, c'est la question où quelqu'un qui achète une tablette, vous ne voulez pas qu'il aille passer une demi-journée avec la personne d'informatique pour que ce soit accepté sur le réseau, que la personne valide que la tablette est bel et bien conforme en termes de sécurité, de performance et des applications qui sont dessus, pour pouvoir être acceptée sur votre réseau. Puis, on va parler évidemment de conformité et de journalisation. Donc là, évidemment, la posture, s'assurer qu'on puisse faire un suivi de ce qui est fait au niveau du trafic, etc. Puis, évidemment, lorsqu'on veut aller un peu plus loin, là, on parle d'applications locales. Et chez Cisco, ça, c'est un gros débat présentement. On est en train de mettre en place des applications spécifiques sur ces plateformes-là, des applications qui sont à l'interne de l'entreprise et qui sont déployées. Et ça a un impact sur la productivité en fait, c'est l'impact le plus grand sur la productivité. C'est là qu'on a le plus de gains. Ça, c'est un processus donc qui est continu. Parce qu'on peut décider au début de restreindre l'accès, puis au fur et à mesure d'ajouter des capacités et des capacités. Donc, au départ, on a 3 grands blocs. On doit considérer notre infrastructure unifiée, encore là, filaire, donc les switches, les routeurs. Et chez Cisco, on aime bien penser que ce n'est pas juste le LAN, mais c'est aussi le WAN, donc les services qui sont offerts à travers le risque. Quel genre de services différenciés vous voulez avoir? Quel genre de services vous voulez offrir à vos propres usagers? Donc, une infrastructure que vous considérez de bout en bout, du centre de données jusqu'au
jusqu'à l'usager. Et quelle expérience que vous voulez avoir entre les deux en fonction de ce que lui fait ou en fonction du groupe d'usagers auquel il appartient. Puis, on va parler évidemment dans le cas du sans-fil plus spécifiquement, de la gestion RF qui est très importante. Comment on fait pour s'assurer que notre niveau d'onde ambiante n'est pas saturé, comment nos points d'accès vont pouvoir transmettre et recevoir des différents clients de façon le plus efficace possible. Et puis du côté LAN, évidemment, comment on va pouvoir avoir les meilleurs types de pour comment on va pouvoir fournir par application la meilleure performance et la meilleure expérience client. Conformité, j'en ai parlé un peu tantôt, lorsque le client se branche et sur votre réseau, et particulièrement si vous décidez que ce client-là a accès à de l'information de l'université, de l'institution ou de l'entreprise, ce client-là vient chercher de l'information, cette information-là réside sur la tablette. Bon, chez Cisco, on a décidé, par exemple, que notre politique d'entreprise voulait dire qu'on avait le droit d'imposer certaines restrictions, comme de mettre des accès, de requérir un mot de passe pour pouvoir accéder à son compte, à sa tablette, et d'encrypter le contenu qui était propre à l'entreprise sur cette tablette-là aussi, sur les unités que l'usager avait achetées lui-même. Et donc, ça fait partie de nos politiques d'entreprise. Et donc, on s'assure quand le client se connecte, une conformité à ce niveau-là, en imposant un client VPN, en imposant aussi un MDM, un gestionnaire de profil, et en faisant la journalisation de ce qui est là-dessus. Et c'est un choix. Je veux dire, si quelqu'un ne veut pas avoir ça, il a juste à pas se connecter ou à se connecter au réseau invité, puis il a juste accéder à l'Internet. Mais s'il veut utiliser ses appareils comme outil de travail, bien, ce sont des restrictions qu'on impose. Puis, on va parler de l'identité de la personne. Une fois que, j'en ai parlé du VPN tantôt, une fois que la personne se connecte, qu'on sait que sa tablette est conforme, que son PC est conforme, que son téléphone intelligent est conforme, bien là, à ce moment-là, il s'identifie et là, il fait partie d'un groupe d'usagers qui a des accès à certaines bases de données, à certaines applications dans le réseau, et aussi qu'il se voit priorisé en fonction peut-être des applications qu'ils utilisent, peut-être en fonction du groupe d'usagers auquel il appartient. Alors ça, ce sont des critères très importants. Évidemment, la sécurité, l'encryption, tout ça. Puis, tantôt, j'en ai parlé brièvement, application. Pour nous, donner un exemple parmi tant d'autres, mais une des applications qui est intéressante, c'est, par exemple, pour nos comptes de dépenses. Alors, c'était typiquement, on avait des reçus qu'on mettait dans des enveloppes, ça devenait un fouillis, etc. Bon, vous pouvez vous imaginer, là, moi, je ne suis pas très, très bien organisé de ce côté-là. Alors, ça devenait un fouillis. Alors, aujourd'hui, ils ont développé des applications, puis pour moi, c'est génial, c'est une application sur mon téléphone intelligent où un reçu arrive, un repas au restaurant, peu importe, je prends en photo le reçu et automatiquement, c'est attaché à mon compte de dépenses. Je fais juste catégoriser l'information, c'est attaché et ensuite de ça, c'est envoyé et je peux être remboursé. Donc, on voit qu'ici, il y a un gain de productivité pour moi, puis il y a un gain personnel aussi pour utiliser ça, parce qu'avant, je les perdais puis je les réclamais pas. Là, maintenant, je ne sais pas si Cisco y gagne, mais en tout cas, moi, j'y gagne. Et ça permet donc une productivité plus grande. Ce type d'application-là, évidemment, ce n'est pas Cisco qui l'a développé. On est allé chercher des applications qu'on a adaptées à nos processus internes et ça nous a permis vraiment de bien adapter et de gagner, autrement dit, en efficacité avec un appareil que j'ai acheté moi-même. C'est quand même fort. La dernière partie, évidemment, c'est la virtualisation. Très tendance actuellement. Juste pour dire qu'à ce moment-ci, on est en déploiement. On a évidemment des produits là-dedans, comme vous pouvez l'imaginer. Et là-dessus, c'est une question, je vous dirais, surtout avec tout l'aspect collaboratif, c'est vraiment une question de gestion de l'expérience usagée. Parce que lorsque vous découplez la puissance de traitement qui est dans le centre de données avec le terminal qui est à l'autre bout et que vous avez des applications de collaboration, là, à ce moment-là, vous avez affaire avec des flux de voix, des flux de vidéos qui, si vous ne le faites pas correctement, se trouvent à voyager entre centres de données et peuvent prendre des chemins, si vous y réfléchissez un petit peu, là, ça peut prendre des chemins auxquels vous ne vous y attendez pas et ça donne une expérience médiocre. Alors, il y a des moyens de remédier à ça et donc, ça, c'est encore
par le processus dont on a parlé tantôt, qu'on peut se permettre de livrer. C'est ça avec une expérience client non seulement acceptable, mais similaire à ce qui s'attend dans le reste du réseau. Puis, on a quatre façons de voir les choses. Tout d'abord, un accès limité. En fait, l'idée là-dedans, c'est que dans certaines circonstances ou dans certains lieux, ou pour toutes sortes de raisons, peu importe, c'est pas moi qui ai à juger de ça, les gens, des fois, ne veulent pas offrir d'accès sans fil ou ils ne veulent pas offrir d'accès filaire nécessairement. Alors, et ce que je dis depuis 10 ans maintenant, certains qui me connaissent disent que j'ai tendance à me répéter de toute façon, c'est que si vous ne voulez pas offrir d'accès sans fil, c'est la meilleure raison pour déployer du sans fil. Parce que vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement. C'est important de savoir que quelqu'un n'a pas mis à votre insu des points d'accès et finalement ouvre un RJ45 à tout le monde qui est dans le stationnement. Alors, si vous ne voulez pas offrir de sans-fil ou si vous voulez en offrir un limité, vous devez avoir cette vigilance-là de mettre des systèmes qui vont pouvoir scanner pour vous les fréquences et s'assurer qu'il n'y a pas personne d'autre qui fait la job à votre place. L'autre, c'est un accès de base, ce qu'on fait souvent. Une petite note là-dessus, là, à ce moment-ci, c'est vraiment, bon, on veut offrir un accès, par exemple, sans fil ou un accès pour se connecter pour nos visiteurs. On veut qu'ils s'enregistrent. Et souvent, aux États-Unis, la tendance est de demander à ce que ces gens-là acceptent les conditions d'utilisation. Parce que toutes sortes de raisons légales maintenant viennent se greffer là-dessus. Et donc, parle au moins de demander à ces usagers-là de cliquer pour accepter les conditions d'utilisation, donc de ne pas copier des choses illégalement, de ne pas accéder à du contenu, bon, vous avez compris l'idée, qui ne serait pas approprié sur Internet. Puis ensuite de ça, on parle de services améliorés, où là, je me connecte. Non seulement j'ai accès à l'Internet, mais je peux avoir accès aussi à différents services. On voit ça souvent dans les hôtels, où là, j'ai accès à différents services de l'hôtel et il y a une priorisation du trafic qui se fait. Dans les contrôleurs, par exemple, sans fil, on va pouvoir reconnaître jusqu'à 1500 types d'applications et donner la priorité à certaines d'entre elles, selon ce que vous aurez défini, selon ce qui est important pour vous. Si, par exemple, la personne accède aux vidéos de la journée du risque, bien, j'imagine que c'est une priorité très importante, surtout si c'est le vidéo de ma session. Tu sais. Alors, c'est le genre de truc qu'on pourrait déterminer et on pourrait assigner une priorité différente. Puis, enfin, le service avancé, où là, on a des applications natives et là, on s'en va vraiment vers de la granularité au niveau de l'analyse et où on décide de fournir à nos usagers des applications qui utilisent les ressources des différents réseaux qu'on a mis en place. Donc, chez Cisco, en date de septembre 2012, je voulais juste vous donner, parce qu'au début, je vous ai dit que ça faisait à peu près 5 ans que moi j'ai eu connaissance que le premier MacBook est arrivé. Et depuis ce temps-là, ça a été une vague, ben, comme un peu tout le monde dans le marché, quand on a donné le choix. Alors, ce qu'on a, c'est qu'il y a 9500 iPads qui sont entrés dans le réseau. Il y avait énormément de BlackBerry et maintenant il y en a 10 766, ce qui est quand même pas mal, mais c'est en décroissance rapide. Tous les autres téléphones, tantôt j'ai parlé du Nokia 61i, ce n'était pas pour le cibler particulièrement, c'était un téléphone révolutionnaire à l'époque, il a fait son temps. Il en reste quand même dans ces eaux-là, 1021. Il y a 9579 Android et ça c'est une croissance très rapide. Donc toutes les plateformes Android qui présentaient un défi en soi. Et des iPhones, bien, il y en a 22 000, tout près de 22 000. 12 000 Mac, 85 000 PC Windows et 6 700 Linux. Bon, vous voyez le topo. L'idée là-dedans, c'était de dire, OK, on a toute cette diversité-là. C'est quoi la justification au point de vue affaire de faire ces choses-là? Est-ce que vous vous êtes lancé dans supporter toutes ces plateformes-là et ça a dû coûter une beurrée, comme on dirait en bon français? Et la réponse, c'est non. Parce que l'approche, la politique qui a été décidée à l'époque, c'est de dire, écoutez, nous, on vous fournit ce modèle-là, cette image-là. Si vous voulez aller ailleurs, si vous voulez explorer d'autres territoires, ben faites-le à vos propres risques. Nous, tout ce qu'on va vous fournir, c'est ce qu'on appelle une communauté de support. Donc, c'est vraiment les usagers qui se supportent eux-mêmes.
Et évidemment, bon, on est une compagnie où les gens sont assez, je dirais, avides de technologie. Et la surprise, en tout cas pour moi, c'est qu'au bout de 5 ans d'utilisation, ils se sont aperçus que le niveau de satisfaction des gens qui étaient supportés par leur communauté était de loin supérieur à celui qui était, qui était supporté par le groupe IT, comme on avait, le groupe de support traditionnel. Évidemment, c'est sûr que les gens qui sont plus à l'aise en informatique sont allés plus facilement du côté d'être supportés par la communauté. C'était plus naturel pour eux. De l'autre côté, évidemment, les gens qui avaient plus de difficultés étaient plus craintifs, sont peut-être plus à même ceux qui ont gardé la plateforme qui était décrétée standard. Et c'est peut-être une partie de la raison, mais ceux qui sont allés vraiment par être supportés par la communauté, et j'en suis un de ceux-là, au bout de 5 ans, j'ai vraiment changé complètement mon environnement de travail. Je peux vous dire que c'est énorme, c'est des années-lumière de différence, c'est beaucoup plus rapide comme processus de résolution et comme processus d'efficacité au niveau du travail, de satisfaction d'avoir une machine que je contrôle complètement. Mais évidemment, bon, vous aurez déterminé depuis quelques minutes que je suis quand même quelqu'un d'assez technique. Et les gains qui ont été réalisés autour de ça sont les suivants. Donc, 59% plus d'appareils depuis qu'on a mis ça en place depuis à peu près 5 ans. Il y a 32% de plus d'usagers, mais là, évidemment, il y a la croissance de la compagnie. Il y a le fait en ça. Il y a aussi les gens ont plus de téléphones intelligents, ils ont plus de. Avant, il y avait un PC, maintenant, ils ont 2-3 appareils qui sont connectés sur le réseau. Il y a 20% moins d'appels sur le réseau, sur le groupe de support. Alors, ça, c'est des coûts vraiment important, tellement que notre CIO, qui est Rebecca Jacobi, mentionnait qu'un MacBook coûtait 1 000 $ de plus qu'un Lenovo ThinkPad à l'achat. Par contre, au bout de 18 mois, il avait coûté 2/3 de moins en termes de coûts globaux de support. Alors, pour elle, le but, c'est de migrer complètement l'infrastructure de migrer complètement les usagers, pour être supportés du côté communauté d'usagers, plutôt que de le faire de façon centralisée. L'évaluation était que les gens étaient 30 minutes plus productifs, 25% d'économie par an avec le VXI. Je prendrais ça un petit peu avec un grain de sel à ce moment-ci parce qu'ils sont en train de déployer ça de façon massive. Et donc, les résultats qui sont là sont sur quoi ils se sont basés avec les études préliminaires. Mais ça semble très prometteur, surtout pour le dernier groupe de gens qui voulaient rester avec une machine qui était vraiment certifiée et donnée au niveau par le groupe de support informatique. Donc, quand les gens veulent avoir une machine qui est plus encadrée parce qu'ils sont moins à l'aise, parce qu'ils ne veulent pas nécessairement prendre possession de cette machine-là et faire des choses que autres, à l'extérieur un petit peu de ça, pourquoi la machine a été bâtie, bien, ils sont plus à l'aise avec ça. Et pour ce qui est de l'intégration, quand on achète des compagnies, bien, 17 semaines plus rapide parce que notre système informatique est beaucoup plus souple qu'avant. Donc, ce sont des bénéfices réels qu'il faut considérer quand on fait ce type de décision-là dont j'ai parlé depuis tantôt, c'est-à-dire quand on décide au niveau de la politique d'entreprise d'intégrer ces nouveaux appareils-là dans notre réseau. On offre quelques différenciateurs là-dessus. Tout d'abord, on se targue de vouloir supporter tous les types d'appareils. Alors donc, quand vous décidez d'avoir une politique qui offre toute une ouverture envers vos usagers, bien, il faut que vous supportiez plusieurs types d'appareils. Certains vont vouloir avoir du Android, certains vont vouloir avoir du iOS. Alors, il faut vraiment que vous soyez très flexible là-dessus. Puis que vous considériez encore là tout le réseau comme étant une partie intégrante de votre solution et intégrée. Donc, le LAN, le sans-fil, le WAN, tout ça vient un réseau unifié et vous devez le considérer comme un ensemble. Et par-dessus ça, bien, vous rajoutez toute la partie sécurité qui est importante. Donc, les firewalls, évidemment, tout ce qui est au niveau du contenu pour s'assurer que les gens n'infectent pas leur machine à leur insu. Et aussi au niveau de la conformité, de l'identité et du processus d'encryption, avoir un bon client VPN sur toutes ces plateformes-là. Et donc, c'est ce type de solution-là extrêmement flexible que Cisco se targue d'offrir.
Par-dessus ça, évidemment, on ajoute toute la question de gestion pour s'assurer encore là que lorsque vos clients arrivent avec ces nouveaux appareils-là, bien, ce ne soit pas le groupe IT qui soit pris à gérer ce flux, si vous voulez, de nouveaux appareils, à avoir à les intégrer dans le réseau, et là que ça cause toutes sortes de problèmes et de misères à ce niveau-là. Et au niveau gestion, évidemment, de votre réseau. Alors, par-dessus ça, on ajoute les applications de collaboration. Et dans les applications de collaboration, on a évidemment les applications de collaboration en ligne qui nous permettent de partager des documents, web, conférences, etc. Donc, les services WebEx, les services de Jabber qui sont notre service de notre client unifié sur les différentes plateformes qui vous permet de communiquer vidéo, qui vous permet de communiquer en chat et aussi vidéo, chat, et tu vas le dire, Jacques, vidéo, chat, et puis évidemment d'accéder à vos voicemails et toute l'infrastructure de collaboration. Quan, qui est le Facebook d'entreprise. Alors, une nouvelle approche, et je suis présentement un cobaye là-dessus. Alors, ma prochaine présentation, je pourrais vous le faire sur ce sujet-là. Ils sont en train de me moderniser. Ils ont dit, bon, après quelques années chez Cisco, les cheveux blancs, tu es un spécialiste du email, tu en fais 150 par jour. Il est temps que tu passes à autre chose, mon grand. Alors, ils m'ont dit, bon, tu vas essayer cette plateforme-là. Et cette plateforme-là, au début, évidemment, je ne suis pas un adepte de Facebook naturellement. Je sais ce que c'est, j'ai un compte, mais je ne voyais pas en milieu d'entreprise ce que ça pouvait apporter. Et là, je peux vous dire qu'au bout de 6 mois, je commence à être converti. Ça me fait peur moi-même. Mais on se verra peut-être dans un an. Vous me poserez la question, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bon, bien ça, c'est vraiment étonnant tout ce qu'on peut faire avec ça. Quand c'est bien utilisé, ça a une puissance que même le meilleur des lecteurs de email ne peut pas faire. Finalement, les applications d'entreprise, donc des choses qui sont vraiment concoctées pour l'entreprise elle-même et qui vous permettent de cibler certaines fonctionnalités très précisément et d'apporter une productivité par rapport à ça. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça a fait un survol qui vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Je serai là tantôt au cocktail si vous avez des questions. Et j'espère que j'ai respecté mon temps, je l'imagine, parce que c'est ce qu'on m'a dit ici, là, sur l'écran. Je vous remercie encore. Bonne fin de journée.